Je vous propose de commencer. On va rapidement faire la présentation du mug, comme d'habitude, en 5 minutes. Du coup, déjà, merci d'être là, nombreux, pour cette nouvelle année. Bonne année à tout le monde. Aujourd'hui, on a toujours des images tous les mois. Aujourd'hui, j'ai pris l'image du clou. Je suis sorti des personnages pour aller vers les outils. J'y reviendrai sur la fin, pourquoi j'ai fait cette image. Déjà, merci d'être là, donc, comme je disais, et puis merci aussi à tous nos sponsors, nos vidéos et MC Next, qui nous aident à faire venir des gens aussi d'autres villes. En l'occurrence, Greg vient de Lyon. Ça va, mais on a quelques sessions qui sont des personnes qui viennent de Paris, de Toulouse. Et merci à Sciences U pour l'hébergement, parce que c'est quand même bien pratique d'avoir une salle comme celle-là. On répète à chaque fois, on a une petite cotisation de 5 €. Si vous voulez participer, n'hésitez pas, vous venez voir les gens du groupe. Là, je ne sais pas qui il y a, j'ai vu il y a Florent, il y a Mathieu. Du coup, n'hésitez pas à venir nous voir. Donc, voilà, si ça vous dit, merci. Ça permet de payer les apéros. Enfin, les petits apéros suite aux sessions. Déjà, rapidement, un petit tour des autres communautés. Donc, ça redémarre fort. Demain, il y a une soirée de provisioning suivie d'un atelier tout samedi matin. Je crois qu'il y a encore quelques places. Alors, je ne sais pas si c'est pas rempli depuis. Provisioning, c'est tout ce qui est outils, chef, peut-être, des choses comme ça. Donc ça peut être bien sympa, c'est organisé par la FUP et l'AFPI, Lyon.js le lundi prochain sur React. Il y a le Car à Lyon dans 2 semaines sur Management 3.0, le Scala User Group en même temps. Hadoop sur une semaine, les Human Talk la semaine d'après. Donc ça, les Human Talk, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des petites présentations de 10 minutes qui suivent. Donc en gros, si on a un sujet qui ne nous intéresse pas, on ne perd que 10 minutes, on va dire. En général, il y a toujours des sujets intéressants, assez larges, qui mélangent toutes les communautés, ce n'est pas uniquement du .NET. C'est assez intéressant, et puis n'hésitez pas à venir faire vos retours d'expérience en 10 minutes. Ça vous permet de vous essayer aux présentations, et puis après, pourquoi pas venir proposer des sessions au mug ou à d'autres communautés. Et le 19, c'est un peu plus loin, c'est le Coding Dojo du mois de février. Un Coding Dojo un peu particulier, ce ne sera pas vraiment un kata classique. On va faire une petite session où on se met sous stress pour faire revivre un petit peu ce qu'on vit tous les jours sur un projet. Et puis débriefer un petit peu à la fin sur qui a fait quoi, qui s'y est pris comment, pour gérer cette petite dose de stress pendant 1h30. C'est assez intéressant. Je l'ai fait une fois, c'est assez intéressant de voir les différentes approches et ce qui marche, ce qui ne marche pas. Donc n'hésitez pas à venir à ce Coding Dojo. Si vous cherchez tout ça, là, vous allez trouver les liens d'inscription sur le Lyon Tech Hub, vous trouverez aussi d'autres événements, il y en a sûrement qui vont se rajouter d'ici là, je n'ai d'ailleurs pas tous listés, il y en a quelques-uns entre les deux aussi, il y a des apéros à FUP, Python, donc il y a plein d'événements. N'hésitez pas à aller voir le Lyon Tech Hub, le site du Lyon Tech Hub. Et au Mug Lyon, du coup pour le mois prochain, on aura JB20, je ne sais pas si tout le monde voit qui c'est. C'est le gars qui a fait Mono Cécile, une lib qui est assez utilisée dans le monde .NET. C'est assez bas niveau, mais c'est pas mal utilisé. Aujourd'hui, il travaille sur Unity, l'intégration d'Unity à Visual Studio, Unity, le moteur 3D. Je crois qu'il viendra nous parler de ça, si je ne me trompe pas. Bon. Ouais, en particulier, il viendra parler du fait que la boîte qu'il avait montée autour de ça a été rachetée par Microsoft. Voilà, donc exactement. Sa boîte a été rachetée par Microsoft, donc c'est sûr que ça peut être un retour d'expérience intéressant. C'est un Lyonnais, qui est maintenant peut-être plus vraiment à Lyon et qui ne va plus être à Lyon pendant longtemps, mais voilà, ça sera un bon retour d'expérience. Et en préparation, on a différents sujets. Des ateliers CQRS. Alors, je ne sais pas si CQRS, il y a ceux qui sont peut-être venus à la session
de Jérémy Chassin en septembre, qui était sur les sourcing, ça tourne un petit peu autour de ça. Il avait déjà parlé un peu de CQRS, donc CQRS on entend de plus en plus parler. C'est une approche où en fait l'idée c'est de séparer la lecture de l'écriture dans l'architecture. Plutôt que d'avoir à l'extrême d'avoir un seul modèle, on peut avoir deux modèles différents. Donc pour la lecture et pour l'écriture, donc il y a des présentations, on a quelqu'un de Paris qui pourrait venir faire une présentation. Et après on est plusieurs éventuellement au NUG là, à pouvoir faire des live coding sur une mise en œuvre pour que vous voyez un peu ce que ça donne en .NET et avec du code, un peu moins abstrait que des slides. On a Bruno Boucard qui est quelqu'un un SGIB, un coach agile, enfin un coach software craftsmanship de la Société Générale à Paris, qui viendra sûrement nous faire une présentation sur comment justement il transforme les pratiques techniques des équipes au sein de la Société Générale. Je pense que le retour d'expérience, pareil, peut être intéressant. Et un retour d'expérience de quelqu'un de Lyon sur un lab management dans TFS et SCDV, VMM, avec la construction de VM pour lancer les tests, quelque chose autour de TFS et de l'automatisation des tests. Donc aujourd'hui, on a avec Grégory Sika, qui est de Lyon, qui travaille chez Agixis, architecte, et il va nous faire un retour d'expérience sur des solutions NoSQL qu'il a expérimenté par le passé, en environnement .NET notamment. Il y aura un petit focus sur qu'est-ce qu'on peut faire en .NET. Alors du coup, vous voyez le couteau suisse, à contrario des marteaux et des clous tordus du début. En gros, aujourd'hui, c'est à ça que ça me fait penser, c'est pas forcément la façon dont on va le présenter Grégory, mais ce que ça me fait penser de NoSQL, c'est qu'aujourd'hui, on fait encore trop d'applications, on veut tout faire avec un framework full stack et une base de données SQL. Et on ne réfléchit jamais à se dire quelles sont les bonnes solutions pour mon problème. Donc, le marteau et les clous, c'est que quand on n'a qu'un marteau, tout ressemble à un clou. Et donc, du coup, des fois, il est possible qu'on ne soit pas vraiment tombé sur un clou et qu'en tapant dessus, on fait n'importe quoi, ça donne des clous tordus. Donc l'idée, je pense, derrière ce que va nous montrer Grégory, c'est on peut faire beaucoup de choses avec des solutions NoSQL, avec les différentes solutions. Elles ne sont pas toutes bonnes pour n'importe quoi, pareil. Donc l'idée, c'est d'essayer de s'armer un petit peu de son couteau suisse et de prendre la bonne solution pour le bon problème. Voilà, je te laisse la parole. Fadi. On fait un petit changement de... Ah oui, et donc du coup, je n'ai pas dit, il y a un Wi-Fi qui est accessible, il est ouvert, je n'ai pas mis de clé dessus. C'est le DD-WRT, de toute façon, je pense qu'il n'y en a qu'un, il n'y en a pas d'autres ici, on est dans un bunker. N'hésitez pas à vous connecter. C'est la petite boîte qui est là, c'est rien de... Je l'ai installé il y a une demi-heure. Comment tu mets ça? Tu mets ça comme ça. Bon, quoi, c'est bon. Ah oui, il y a un fil qui sert à rien. Bonjour à tous, merci bien d'être là. Donc, comme vous l'a présenté Clément, ce soir on va parler un peu de NoSQL. Donc déjà, l'introduction c'est tout de suite, c'est Not Only SQL, qu'on soit clair, c'est pas du NoSQL, pas que c'est des choses qui viennent en plus de SQL. J'avais envie un petit peu de vous parler de ça parce que j'ai eu la chance de pouvoir mettre en place des solutions NoSQL pour halluciner en fait il y a un certain temps. Et actuellement, on utilise une base MongoDB sur un site de e-commerce. J'avais vraiment envie d'en parler parce que ça vient un peu à la mode, on va dire. Et je pense qu'il y a des gens qui se trouvent un petit peu de combat. Et il y a des gens qui croient que ça va être une solution universelle. Et j'avais envie de partager mon retour d'expérience, de vous partager en fait la réflexion que peut engendrer en fait le Not Only SQL.
Parce que pour moi, en tout cas, ça a été en 2010, la première fois où j'ai travaillé sur le NoSQL, ça a été un vrai choc qui a un petit peu chamboulé toutes mes convictions et qui m'a permis en fait de prendre un peu de recul par rapport au code qu'on produit, sur le code, sur la façon dont on le modélise, sur la façon dont on appréhende les problèmes. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'insister plus là-dessus. Donc on ne va pas parler trop de C# .NET, désolé. Par contre, j'ai hésité longtemps sur la façon dont j'allais présenter ça. J'avais envie de vous présenter un petit peu ça sous forme d'atelier. Donc on va essayer en fait de réfléchir ensemble à voir comment on peut modéliser des données. Et vous allez voir, c'est assez passionnant. En tout cas, c'est plus difficile que ce qu'on peut penser. Et j'ai envie de dire, plus on va avoir d'expérience dans le SQL, et plus ça va être difficile encore pour nous de changer notre mode de pensée. Donc pour cette session, je vais découper un petit peu cette présentation en 3 parties. Je vais quand même faire une présentation un petit peu générale du NoSQL. Et puis, je vous présenterai un petit peu le problème auquel j'ai été confronté, qui est un cas concret. Et puis après, je vous propose, avec un beau tableau blanc, comme à l'école, parce qu'on est dans une école, de voir des solutions, et je compte sur votre participation. J'espère qu'on sera beaucoup d'avoir. On verra justement ce que donne une architecture distribuée, en tout cas en termes de cerveau, si c'est plus efficace qu'un gros service. Voilà, donc la première partie, je vais présenter un peu les principes. Alors déjà, est-ce que des gens sont un petit peu ici, je vais faire l'habituel, j'ai envie de dire, session pour savoir qui a fait un peu quoi. Est-ce que vous êtes habitué un peu du NoSQL? Est-ce que vous avez déjà mis en place de NoSQL? Levez la main ceux qui ont déjà utilisé ces genres de bases vraiment en production. Ok. Voilà. Ça sera même intéressant de votre retour. Hein. Je pense qu'on aura plus la parole au moment de l'atelier. Et puis, est-ce que vous êtes un petit peu habitué au terme, j'allais dire, de dénormalisation, le terme de pouvoir d'essayer en fait d'améliorer les performances avec une base de données, ou est-ce qu'il faudra... Est-ce que c'est des notions qui vous parlent, si je parle de dénormalisation ou pas? Il vaudra mieux expliciter. Voilà. Qui connaît par exemple le terme dénormalisation? Ok, je ferai un petit rappel bref de ce que c'est. Donc, dans la première étape, de toute façon, voilà, qu'est-ce que le NoSQL? Alors, Clément a commencé un petit peu à vous en parler. Donc, le terme NoSQL est utilisé en fait pour désigner un ensemble de technologies concernant la persistance de données de manière distribuée et qui sont autres qu'une persistance de données relationnelle. Voilà, ça paraît très pompeux comme ça, mais en gros, ça part de bases de données qui ne sont pas SQL. C'est plus rapide comme ça. Pourquoi on a un petit peu introduit le NoSQL? Pourquoi le NoSQL est devenu un petit peu, je viens de dire, à la mode, en tout cas une nécessité pour certaines sociétés? Le NoSQL est là, en fait, comme l'a dit un petit peu Clément, pour suppléer, en fait, pour essayer de trouver des solutions à des problèmes qu'on n'arrivait plus à résoudre dans le monde relationnel. Et pour trouver des solutions à ces problèmes, il n'y a pas de miracle en fait, il a fallu s'enlever des contraintes. Et c'est un petit peu ça que j'ai envie de vous partager, c'est que le NoSQL, c'est un petit peu le fameux couteau suisse dont Clément parlait. C'est une boîte à outils, et il va bien falloir savoir de quoi on parle, de quoi on a besoin. Ça va être quelque chose d'important. Ce n'est pas quelque chose de magique, car si on se met les mêmes contraintes que dans un monde relationnel, on ne va pas tirer grand-chose finalement des bases de NoSQL, et on risque d'être un petit peu déçu par le résultat. Pour introduire un petit peu cette philosophie, je pense que je vais vous parler directement du théorème de Cap. Le théorème de Cap, en fait, c'est un théorème qui a été un petit peu introduit un peu avant le NoSQL et qui présente, en fait, qui énonce 3 grandes propriétés pour tout système de données distribué. Les 3 grandes propriétés sont le C et le A et le P, que je vais vous présenter. Donc, le C, en fait, ça veut dire consistance. En fait, un système de données distribué peut être consistant. Donc consistant, qu'est-ce que c'est? C'est le fait que, en fait, à n'importe quel un instant T, tous les utilisateurs voient les mêmes données. Alors c'est quelque chose sur lequel nous, on est un peu plus, j'ai envie de dire nous, je veux dire nous, c'est les développeurs en tout cas, je sais pas, sur lesquels les développeurs, on est assez sensibilisés, puisqu'on a souvent ce genre de problématique dans les bases de données relationnelles, et en fait on voit que cette notion rejoint un petit peu les problématiques un petit peu d'acidité et de transaction des bases de données relationnelles.
Et en fait, il n'y a pas que la consistance qui est importante sur un système de données distribuées. Il va y aussi avoir le A, donc, qui veut dire haute disponibilité. Donc je l'écris en français pour ne pas essayer de dire availability, que j'ai du mal à dire, mais je le dis quand même. Donc la haute disponibilité, ça va être quelque chose qui est très important en fait. Donc haute disponibilité, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est que tout un système, puisse trouver des données répliquées en cas de problème majeur. C'est quelque chose en fait qui va garantir que finalement nos données sont toujours accessibles. Alors comme ça, nous, les développeurs sommes un petit peu moins déjà habitués à ce genre de contraintes, puisqu'on a plus l'habitude de laisser ça en fait aux administrateurs réseau ou à l'infrastructure. Il faut savoir que c'est des contraintes très fortes et très importantes pour la plupart des sites web et beaucoup d'applications. Car finalement, je pense que beaucoup de sites web ont fait le choix entre être hors ligne et avoir des données consistantes. Ils préfèrent plutôt en fait, que les clients viennent, quitte à ce que certains clients ne voient pas les mêmes données au même moment. Déjà, on voit ici qu'avec le NoSQL, on va sortir un petit peu de notre monde relationnel et on va se poser d'autres questions un petit peu plus. Est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce qui est vraiment important pour notre système? Et enfin, la dernière partie, c'est le P du théorème de Cap, qui est le système qui veut dire la partition. La partition, ça va être quoi? Ça va être capable en fait, de distribuer les données sous forme de sous-réseaux indépendants. C'est-à-dire ça va être utile, très utile pour gérer des grandes quantités de données qu'on a du mal en fait, à mettre que sur un serveur. Ou ça va être utile aussi pour distribuer les données, même géographiquement, pour tout simplement éviter la latence. Donc ça, c'est les trois grandes entités que nous propose le théorème de Cap. Et le théorème de Cap nous dit qu'en fait, n'importe quel système de pertinence des données, à un instant T, ne peut satisfaire que seulement deux de ses propriétés. Et il va être impossible de trouver, à l'heure actuelle, en tout cas, on ne sait pas faire un système qui est capable de gérer ces trois propriétés en même temps. Et là, c'est le début de la réflexion du NoSQL. C'est le début on va se demander qu'est-ce qui est important pour nous. Et comme on peut le voir, en fait, certaines bases de données vont tout simplement mettre en évidence plus ou moins plus de propriétés qu'une autre. Donc comme on peut le voir, en fait, les bases de données, tout simplement, les bases de données relationnelles, les RDBMS, vont vraiment être très focus sur la consistance et sur la haute disponibilité. Mais beaucoup d'autres systèmes NoSQL, de base NoSQL, ont décidé en fait de privilégier d'autres choses, comme MongoDB, qu'on en connaît beaucoup, qui va plutôt en fait favoriser la partition des données, et plutôt la consistance, ou comme Cassandra, CoachDB, qui est très connu aussi, qui préfère vraiment gérer la tolérance et la partition. Alors c'est très fort ce que je dis en fait, même si ça peut être un peu abstrait, parce que quelqu'un comme Amazon a vraiment fait le choix, on peut dire tout de suite, pour eux la consistance est devenue secondaire, et ils ont installé des systèmes qui leur permettent à la fois d'être disponibles, parce que le moindre arrêt du service leur coûte très cher, et puis ils ont une telle quantité de données que de toute façon, il fallait trouver une solution, parce que c'était plus gérable dans des bases de données relationnelles. Donc voilà, la première chose, réfléchissez bien, qu'est-ce que mon système a besoin, et qu'est-ce qui est important pour nous. Et ce n'est pas forcément cette fameuse consistance et cette fameuse, j'ai envie de dire, ces fameuses propriétés acides dont on a beaucoup vraiment l'habitude de parler dans les données relationnelles. Pour continuer, je voudrais juste vous présenter quelques 3-4 principes. Donc, des bases de données NoSQL, c'est des termes un peu, des mots-clés que vous allez retrouver souvent, en tout cas si vous cherchez un peu sur Internet, parce que je n'ai pas du tout la prétention de faire une présentation exhaustive, mais ça va être quelques clics que vous allez lire souvent, que je voudrais vous expliquer, parce que c'est assez important. Souvent, les bases de données NoSQL vont mettre en place, vont favoriser, vous allez retrouver ça beaucoup, un meilleur scaling horizontal. Alors qu'est-ce que c'est en fait? C'est simplement que beaucoup de bases de données NoSQL en fait, vont privilégier le fait, lorsque l'on rajoute en fait des serveurs, la montée en charge va évoluer de manière linéaire. C'est-à-dire que plus on va rajouter de serveurs, et plus on aura une puissance, mais on va vraiment sentir cette puissance. Et en fait, ça prend un petit peu le contre-coup de beaucoup de philosophie. C'est que finalement, pour monter en charge, on ne va plus avoir besoin d'avoir un énorme serveur ou deux énormes serveurs très très puissants. On va plutôt favoriser plein de petits serveurs qui ont une puissance moyenne, mais dont l'ajout d'un serveur va vraiment être important dans le système, à rajouter une vraie puissance de calcul en plus.
C'est très important pour beaucoup de clients. Ça permet de gérer les montées en charge de manière assez naturelle. Je ne sais pas, imaginez pour un site de e-commerce, on va pouvoir mettre pour les soldes, juste rajouter 1 ou 2 serveurs qui ne seront pas très chers. Et puis le reste du temps, on va marcher, on va enlever ces 2 serveurs. Et on n'aura pas besoin de payer une machine surpuissante pour 1 mois et demi dans l'année. Donc c'est quelque chose qui va revenir très souvent par rapport aux bases de données NoSQL. Ce que les bases de données NoSQL vont remettre en avant souvent aussi, c'est l'application des données. Donc j'en ai un petit peu parlé. L'application des données, c'est juste retrouver des données en double. Et beaucoup de systèmes NoSQL proposent d'autres modes de réplication que le maître-esclave. Et ça peut être très intéressant. En tout cas, elles proposent vraiment des systèmes assez originaux et très efficaces pour l'application des données. Enfin, le sharding va être vraiment un mot-clé que vous allez revoir souvent. Le sharding, c'est quoi? C'est un petit peu la capacité à pouvoir fractionner les données pour les éclater sur différents serveurs. Donc le sharding, par exemple, c'est quand on a si je voudrais faire une analogie un petit peu avec le SQL, si on avait une table, on va dire d'1 milliard ou de 2 milliards d'entrées, ça demande très difficile à la fois à la requêter, mais tout simplement en termes de volume des données, ne serait-ce que pour l'enregistrer, on ne sait plus trop comment le faire déjà. Le sharding, ça va consister à pouvoir en fait fractionner cette table en des milliers de petites tables de 10 000, 100 000 lignes, afin de faire des requêtes toujours sur des petites données. C'est quelque chose que le SQL, en tout cas, a vraiment beaucoup de mal à faire du fait des relations, en fait, des contraintes d'intégrité. Cet partitionnement des données est pratiquement impossible dans le monde SQL, et c'est quelque chose qui, par contre, beaucoup de bases de données NoSQL vont apporter. Et enfin, vous allez avoir écrit beaucoup les performances. Alors, par contre, sur les performances, je mettrai un petit bémol. Faites attention, donc, tous les systèmes vont dire qu'ils sont les meilleurs. Voilà, les performances vont vraiment dépendre comment vous utilisez la base de données NoSQL, si vous l'utilisez vraiment dans son cas nominal, si vous avez bien compris comment ça marche, si elle correspond bien en fait à votre problématique, alors vous aurez des performances qui vont vous étonner. Si vous avez un petit peu du mal, voilà, ce n'est pas des performances garanties, faites attention, même si c'est mis sous. Voilà, enfin, juste pour finir un petit peu cette présentation de NoSQL, je voulais vous présenter un petit peu, on a pu classer toutes les bases de données NoSQL dans plusieurs grands groupes de données. Donc on les a classées dans des groupes clés, il y a des bases de données de type clé-valeur. Une base de données clé-valeur, bon je ne ferai pas l'affront de vous expliquer ce que c'est clé-valeur. Ce sont des bases de données très utilisées, en tout cas surtout pour les caches mémoire. Je pense que tout le monde a peut-être entendu parler de Redis ou de Memcache. Et bien, ce sont des bases de données NoSQL de type clé-valeur. Ensuite, il y a un groupe de bases de données qui sont des bases de données orientées colonnes. Donc les bases de données orientées colonnes, ça va consister en fait à pouvoir présenter toutes les données avec des colonnes, comme son nom l'indique. Mais la grande différence, c'est que sur une ligne, pour une table, on va dire sur une ligne, on peut avoir un nombre variable de colonnes, ce que nous ne peut pas faire sur le SQL. Et on va pouvoir un nombre variable, mais vraiment une grande quantité de données pour une ligne, au moins 2 milliards de colonnes sont largement faisables. Donc c'est des bases de données qui sont souvent très utilisées pour représenter des relations à n. C'est des bases de données qui sont très utilisées quand on a besoin de représenter des flux, des listes, des chronologies. Ces bases de données vont vraiment répondre très bien à ce genre de problématiques. Ensuite, il y a les bases de données documents, qui sont un peu plus populaires, j'ai l'impression en tout cas. Ce sont des bases de données en fait qui vont consister à présenter les données à enregistrer les données sous forme de documents. Qu'est-ce qu'un document? En tout cas, le principe d'un document, c'est que chaque entité va être auto-représentative et indépendante. Et donc, un document va se suffire à lui-même. On ne va pas avoir besoin de requêter d'autres entités pour avoir des compléments d'information de ce document. Donc, le système même, le principe même de ces bases de données marche très bien avec le web et sont très utilisées dans le web, puisque finalement, ce qu'on regarde, c'est souvent un document sur une page. D'ailleurs, c'est un document même. Ces bases de données sont souvent très utilisées pour dénormaliser les bases de données SQL, et voilà, sont très populaires dans le monde du web. Et enfin, le dernier grand groupe de bases de données, c'est les bases de données graphes. Donc ça consiste à représenter les données de manière, j'ai envie de dire comme un graphe, c'est-à-dire avec un ensemble de nœuds
et de relations qui vont relier tous ces nœuds. Je vous en parlerai peut-être un petit peu plus après. Donc voilà, j'ai fini, on va dire, la partie la plus académique de la présentation. Je ne sais pas si vous avez des questions. J'essaie d'aller un petit peu vite parce que je voudrais qu'on se garde du temps peut-être pour réfléchir ensemble. Sinon, je peux aussi en prendre pour expliquer s'il y a des notions sur lesquelles vous voudriez que je revienne. S'il n'y a pas de questions, je passe à la suite. Donc la suite, eh ben, on va s'amuser, on va un petit peu étudier un cas concret en fait. J'avoue que j'ai repris le cas exactement de ce que j'avais problématique que j'ai eu à halluciner en 2010. Et on va se mettre dans le cas d'un site de cinéma, étonnamment. J'aime beaucoup cet exemple, parce que cet exemple, en fait, est très concret. On parle de notions que tout le monde connaît, donc des films, des utilisateurs. Et on va parler de réseaux sociaux. Donc je pense que maintenant, je vais dire, c'est même plus à la mode, c'est rentré dans les mœurs, à la Facebook. Et j'aime beaucoup cet exemple, parce qu'il peut se modéliser de beaucoup de façons différentes. Et c'est très intéressant de voir un petit peu quels effets, en tout cas, ça va avoir sur notre réflexion et sur la remise en cause de tout ce qu'on peut faire et comment on va pouvoir modéliser les données. Ça va nous prendre un peu de recul, je pense. En tout cas, pour moi, ça a été une vraie révélation et ça a été aussi très dur pour sortir de mon mode de pensée. Hop. Donc, on va se placer dans le cas d'un site internet. Pour simplifier, on va considérer que ce site internet n'a qu'un seul type d'entité qui sont des films. On va occulter le fait que des films ont des acteurs et on va occulter les séries télé, les épisodes, les saisons. Donc imaginez que dans la réalité c'est un tout petit peu plus complexe. Mais déjà on va s'amuser juste avec un film. Donc les utilisateurs de ce site internet, sur un film, peuvent noter le film, ils peuvent critiquer le film. Alors critiquer le film, c'est avoir une note et rajouter un commentaire. Et ils peuvent devenir fans du film. Voilà, jusqu'ici, rien de très compliqué. De plus, ces utilisateurs ont aussi la grande chance d'avoir des amis, en tout cas de pouvoir avoir des amis sur ce site. Et à partir de là, en fait, le site voudrait un petit peu inciter les gens, la communauté, un petit peu à être active, et donc va proposer des pages très orientées sur les flux d'activité, et sur les flux d'activité, d'actualité, sur ce que font les gens, et sur ses amis, sur les fameuses relations, amis, moi aussi, on est super sympa. Alors, qu'est-ce que veut le site, finalement? Le site demande une seule chose, c'est d'avoir un ensemble de pages qui répondent rapidement, puisque c'est un site, donc on ne va pas attendre 4 secondes pour afficher une page. Ces pages sont très simples. On voudrait, sur une page d'un film, pouvoir afficher l'activité, le flux d'activité de tout l'ensemble de la communauté du site. Donc avoir en dessous du film, monsieur Untel a noté, monsieur Untel est devenu fan. Ceci afin d'encourager les utilisateurs à s'inscrire sur le site. On voudrait, sur cette même fiche film, avoir un petit encart pour que les gens qui sont inscrits sur le site puissent voir le flux d'actualité, d'activité de ses amis, c'est-à-dire un petit encart sur lequel on va présenter pour ce film, ton ami machin a noté ça, note toi aussi, c'est pour inciter les gens de la communauté à faire des actions. Et il y a une autre partie, on va vouloir sur ce film, sur la gestion de son profil, quand on regarde son profil, il faut qu'on puisse voir son flux d'actualité, tout ce qu'on a fait, les actions qu'on a faites. Il faut aussi qu'on puisse voir tout ce qui est le flux d'activité de ses amis. Donc là, c'est clairement la timeline de Facebook qu'on voudrait refaire, et en interne. Et puis, on va aussi vouloir se garder la possibilité de pouvoir filtrer ces actions. C'est-à-dire qu'on va peut-être imaginer un petit peu dans le futur mettre des filtres que moi j'aimerais bien voir en fait parmi mes amis les films qu'ils ont aimés, les films dont ils sont fans. Pouvoir garder cette possibilité de se filtrer quand même, d'avoir une marge de filtre un petit peu pour toutes ces pages. Je vais vous présenter un petit peu juste le modèle relationnel qui est associé. On va se mettre dans l'hypothèse qu'on arrive sur un site qui existe déjà. Ce site a une base de données qui est une bonne base de données, qui est une base de données qui a été éprouvée, dont le modèle est éprouvé. Le modèle est un modèle strict et un modèle, on va dire, respectant les formes normales. Et juste je le présente, il n'y a rien de très
de spécial sur ce site. Donc on va avoir une table utilisateur qui va contenir les infos des utilisateurs. On va avoir une table amis, qui est juste une table d'auto-jointure entre les utilisateurs. On va retrouver une table de film qui va avoir toutes les données portées par un film. On va retrouver une table pour les notes. Donc les notes, déjà, on voit déjà que ces notes, elles vont être liées à deux tables, par un ID movie et un ID user. Donc on a déjà des premières tables liées. On va trouver une table de critique. Une critique étant composée d'une note, on va avoir déjà des liens. Cette table va être liée à la table movie, à la table rating, à la table user. Et enfin, on va trouver la notion de fandoc, qui est juste une table, pareil, qui va lier la table movie et la table user. Voilà, pour vous remettre un peu dans le contexte du réel, ça fait déjà beaucoup de liaisons. J'ai ignoré tout ce qui était acteur, j'ai ignoré tout ce qui était saison. Pour vous le dire, c'était acteur et saison. Il faudrait imaginer un ID movie, un ID acteur, ID saison, ID épisode, ID sur chaque table rating, review et fan. En tout cas, c'était l'état dans lequel la base était. Et pour vous fixer les idées, voilà, on peut déjà savoir que je peux vous dire un petit peu des ordres de grandeur. Par exemple, la table user, imaginez que ça représente à peu près quand même 400 000 lignes. La table ami, ça va représenter à peu près 200 lignes. La table movie, ça représente 600 000 lignes. La table des notes représente déjà presque 7 millions d'entrées finalement. Il y en avait 7 millions en tout cas moi quand j'ai fait. Les tables de critique sont pas loin du million. Et les tables fans sont pas loin de 2-3 millions de lignes. Et on se dit déjà ça va être dur quand on va requêter ces tables, qu'on va faire 5-6 inner join, qu'on va mettre des filtres, qu'on va peut-être faire un group by. Ça va être dur de sortir des requêtes qui répondent en 50 millisecondes quand même. Et c'est là que nous intervenons. Autre donnée du problème, parce que ça, la contrainte, c'est donc d'avoir un site qui affiche le flux d'actualité dans un temps rapide. Maintenant, quelque chose qui a été très important lors de ce projet et qui est fondamental, sinon on ne pourrait pas avancer, ça va être en fait les contraintes qu'on va nous enlever. Et en fait, j'ai pas pu participer à cette réflexion, et on va dire que c'était les PDG de l'époque qui m'ont très clairement dit, voilà, si on veut réaliser ça, il faut qu'on s'enlève des contraintes. On va s'enlever la contrainte de la consistance des données. C'est-à-dire qu'en fait, si on réfléchit bien, si jamais deux personnes regardent le même ami au même moment et que ces deux personnes ne voient pas exactement les mêmes données, eh ben, c'est pas très grave pour le site. Déjà, ça ne va ni impacter les utilisateurs, ça ne va pas les déranger, ils ne vont pas savoir qu'ils n'ont pas les dernières données mises à jour, ça ne va pas impacter le site. Et donc c'est dommage de se mettre une contrainte comme ça de synchronisation, de consistance des données, alors que finalement, on n'en a pas vraiment besoin. La deuxième contrainte qui va être enlevée, qui est très forte, c'est la contrainte en fait de faire des transactions. On va garder toujours le système SQL qui va toujours être notre référent, c'est-à-dire que quand un utilisateur va faire une action, on va quand même enregistrer toujours son action dans l'étape qu'on vient de voir. Et donc, les futures insertions, en tout cas la future alimentation du système que l'on va proposer, se fera de manière asynchrone. Donc en fait, on va tout simplement envoyer, on va dire, des dizaines d'inserts, et peu importe le temps que ça met pour insérer les données, parce que de toute façon, on sera asynchrone. Et là, on en s'enlève déjà une énorme contrainte. En plus, on rajoute le fait que ces données d'insertion, elles n'ont pas besoin d'être transactionnelles. Si jamais, on va dire, si on fait 3-4 insertions d'affilée, si une des insertions ne marche pas, et qu'on se retrouve avec un état un peu instable, c'est-à-dire qu'il y aura peut-être un utilisateur qui manquera une action d'un ami, eh ben, c'est pas grave. On l'accepte et ça ne va pas gêner le site. Voilà les contraintes qui sont vraiment enlevées. Et c'est là qu'on peut commencer à réfléchir et à se dire, ah ben, on va peut-être pouvoir faire des choses, on va peut-être pouvoir s'amuser avec du NoSQL maintenant. On va peut-être pouvoir trouver quelque chose qui marche bien avec notre système. Et c'est ce qu'on va un petit peu essayer de faire. Donc on va continuer dans l'atelier, on va étudier 3 bases de données. On va étudier la base de données Cassandra, donc on va essayer de modéliser en tout cas la base de données, les données pour un système comme Cassandra. On va étudier la base de données Neo4j, et puis on va essayer un petit peu de regarder si on ne peut pas faire quelque chose d'intéressant avec SQL et serveur aussi, avant de l'enterrer tout de suite, et de voir si notre nouvelle façon de penser qu'ont amené Cassandra et Neo4j ne peuvent pas nous aider à faire quelque chose de mieux dans SQL Server.
Donc maintenant, je vous propose de commencer l'atelier. Alors, je vais juste vous présenter un tout petit peu, je vais essayer d'aller vite. Je vais vous présenter un tout petit peu les bases de données quand même, parce que ça va être dur de faire quelque chose si vous ne savez pas de quoi on parle et les contraintes associées aux bases de données. Mais je vais essayer d'aller le plus vite possible. Aussi, n'hésitez pas à me couper un peu si c'est pas clair, puisque, attention, après, interrogation écrite. Hein. Donc Cassandra, c'est une base de données orientée colonne, une de ces fameuses bases de données orientées colonne. Donc Cassandra propose un système assez simple. En fait, on a des colonnes family qui sont l'équivalent de tables, si vous voulez. Dans ces colonnes family, on va retrouver des lignes. Et sur ces lignes, eh ben, on peut avoir une infinité de colonnes. Une colonne, qu'est-ce que c'est? Une colonne, en fait, finalement, c'est juste un ensemble clé-valeur qui va être l'ID de la colonne et la valeur associée. Ce qui est très important à savoir, c'est que l'ID de la colonne est une valeur typée. On peut lui donner un type. Et que Cassandra va toujours trier les colonnes en fonction de leur type. Donc si on se dit que l'ID de la colonne est un int, on va avoir toujours les colonnes triées, quelle que soit l'insertion qu'on fait, en fonction d'un int. Et là où ça va devenir intéressant, si on dit que c'est un datetime, et ben quand va insérer une date unique au moment de l'insertion, toutes les données seront toujours triées en fonction de cette datetime. C'est vraiment une propriété importante et c'est un petit peu pour ça, quand j'avais découvert, que j'avais considéré que cette base de données pourrait être très intéressante pour représenter des flux d'activité tout simplement, puisqu'on va vouloir les trier par ordre. Une autre notion qui arrive avec Cassandra, c'est la notion de supercolonne. Alors la supercolonne, c'est une colonne qui contient des colonnes. Et qui, comme une ligne, la supercolonne contient une infinité, un nombre variable de colonnes. Comme les colonnes, ces supercolonnes ont un ID qui est typé et toutes les supercolonnes seront toujours triées par ordre, du type de leur ID. Un petit mot sur le système de requêtage, parce que c'est quelque chose que l'on va voir, on est habitué au SQL, et d'un coup quand on regarde un petit peu le système de requêtage de Cassandra, eh ben, on se rend compte qu'on ne peut pas faire grand chose. Et là, c'était un petit peu la première fois où j'ai commencé à déchanter, et à me dire, oula, il va peut-être falloir réfléchir beaucoup. En effet, avec Cassandra, ce qu'on peut faire, c'est récupérer la valeur d'une colonne, récupérer un ensemble de colonnes. À chaque fois qu'on va récupérer un ensemble de colonnes, on va les récupérer toujours triées, ou récupérer une plage de colonnes. Et c'est tout. On ne peut pas faire grand-chose d'autre. Alors on peut faire quelques autres choses sur les supercolonnes, parce que sinon ce serait un petit peu dur. On va pouvoir récupérer des colonnes d'une supercolonne. Et un petit peu comme les colonnes, on va pouvoir récupérer des plages de supercolonnes. C'est tout. On n'a pas de données d'agrégation, on a très peu de filtres. Il va falloir, j'ai envie de dire, se démerder avec ça. Et tout ce que je viens de vous dire marche pour un ensemble de lignes. Donc chaque requête qu'on peut faire pour une ligne, on va pouvoir la faire pour un ensemble de lignes. Donc spécifier un ensemble de lignes. Voilà, je pense que je vous ai donné... Ah, c'était sympa. Alors ça c'est la solution. Oups, là. On n'a rien vu. Voilà, alors comme ça, de but en blanc, maintenant ça va être à vous de travailler. Donc est-ce que vous auriez des idées pour proposer déjà une sorte de modèle de données, un modèle de données pour modéliser notre problématique? Ouais, c'est quand les ID sont ordonnés, c'est-à-dire que je dis que l'ID ça va être un entier, mais c'est-à-dire que toutes les colonnes auront un ID entier. C'est ça. Toutes les colonnes, si on dit je veux la colonne numéro 10, si je veux l'ensemble des colonnes de 10 à 12, on va les récupérer toujours ordonnées. Et à Cassandra, quand on fait les insertions, garde toujours les données, s'arrange pour lors de l'insertion, garder les données triées. Et elle fait pas le tri en fait à la sélection. C'est pour ça qu'elle a des requêtes aussi performantes aussi. Mais par contre, du coup, on peut pas, il n'y a pas de close order by. Ça, c'est important aussi. Ça fait bizarre quand on découvre ça. Donc, si on va vouloir trier sur autre chose qu'un datetime, ça va être difficile. Alors, qui c'est qui se lance? Qui c'est qui aurait une idée? Personne? Un petit peu? Un monsieur, là. On va essayer de faire
des colonnes par date, là, apparemment, on peut insister là-dessus. Alors, ça doit être On va dire que Par- c'est une clé. avec des colonnes par date, et sur la clé de ligne, ce serait un ID utilisateur. Ça permet d'avoir, par exemple, pour un utilisateur, tous les événements qui le concernent. Donc on aura mis dedans toute l'activité de ses amis. De ses amis ou de l'utilisateur? Alors, les deux. Alors, on va essayer. Donc ça ferait une table utilisateur, on va dire. Ok. Donc une colonne family pour être. Hop. Donc on va mettre colonne family. Ah, j'écris très mal. Hein. Hop, users. On va dire que les ID. Les ID, donc ça va être l'ID user. C'est ça? Ok. Et dedans, alors qu'est-ce que je mets? Donc je vais avoir déjà des colonnes, on va dire. Est-ce que vous voyez? Vous voyez, non? Non? Je comprends pourquoi, c'est un peu loin. Hop. Hop. Je vais essayer de le représenter un peu comme ça alors. Alors on a les users. Hop. On va dire qu'on va mettre une table. L'ID des lignes, ça va être les ID users, ce qui m'a été proposé. Ok. Ah, je vais pas mettre de. Ça, c'est l'habitude de SQL, parce que ça finit jamais finalement les colonnes. Hop, donc ça c'est sûr. On va se rajouter des colonnes. Donc les colonnes, on va dire que l'ID d'une colonne, ça va être la date de l'action. La date. Ok. Et qu'est-ce que je mets dans cette colonne? Une idée? Alors je peux mettre qu'une valeur pour l'instant. Les ID d'action. Alors ça c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que là déjà, pour moi, je vais faire un petit aparté. Vous venez de détruire le modèle de données SQL. Parce que dans le modèle de données SQL, mais c'est bien, il faut détruire. Dans le modèle de données SQL, en fait, on avait représenté chaque action, je vous le rappelle, que la table des notes, il y avait une table pour les notes. Je vais l'appeler RA, tiens, c'est sympa. Il y avait une table pour ça. Et puis il y avait une table aussi pour les critiques. Et là, la première chose que vous venez de faire, c'est un petit peu remettre en cause cette façon de penser et se dire, mais en fait, ce qu'on fait là, c'est des actions à chaque fois. Finalement, les utilisateurs font une action. Et une action, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est à l'origine de l'action, qui fait quelque chose sur une cible. Donc il y a une source, une cible, puis il y a une entité. Il y a un contenu de l'action. Donc déjà, rien que si on réfléchit en SQL, on pourrait se dire, mais on pourrait se dire, en fait, les actions, rating, critères, eh ben, c'est juste une... on pourrait le dire, c'est juste une table, en fait. Si on revient. Je ne sais pas si vous me suivez, ça pourrait être une table action. Dans lequel on aurait le type de l'action. Donc un champ type. Donc le type de l'action qui serait par exemple noté, critiqué. On aurait l'ID source, donc la personne qui a fait l'action. J'ai pas menti hein, quand j'ai dit que j'écrivais mal. L'ID de destination, le film quoi. Et puis même si c'est pas un film, si on se met dans le cas des séries, ça sera toujours une entité source. ID cible. Et puis finalement, on a vu qu'il y a très peu de contenu dans les actions. Un contenu, on va dire, on va pas le typer, on va dire que c'est un string, et on va se démerder dans notre application pour j'ai envie de dire, caster ce contenu en fonction de son type. Là, c'est vraiment un bon début de... un bon point pour monsieur. Un bon début de réflexion. Et comme on voit déjà, on peut déjà, avant de commencer sur le NoSQL, on peut déjà en fait commencer à réfléchir en fait sur notre domaine métier et sur la façon de tout simplement dont on
on va modéliser en fait notre problème et on va modéliser nos actions métiers. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant. Donc j'efface. Et on peut garder, ça peut être une idée. Est-ce que c'est intéressante, pas intéressante? En tout cas, c'est une autre façon de voir les choses. Et peut-être qu'elle va nous intéresser dans ce cas-là, peut-être pas. Alors si je reprends, donc on mettrait ici un ID action. Quelqu'un a envie de continuer un petit peu une idée On ne mettrait pas directement une sorte genre en JSON l'ensemble de l'action avec le type. Enfin, est-ce que tu voulais mettre dans une table, on met directement dans la valeur? Alors là, on dénormalise un max. On met toutes les données dont on a besoin. C'est vraiment le principe de la dénormalisation. Toutes les données dont on a besoin carrément dedans. Je fais la version bis, on va dire. Donc ici, on regarderait date. Et on se la joue bourrin. On fait un JSON. On est grand. Avec ce qu'on a besoin dedans. Ouais. Alors on peut plus filtrer. C'est-à-dire qu'on a plus d'index sur le contenu du JSON, mais du coup on peut faire un filtrage sur le contenu. Très bon problème. Ouais, de toute façon, là, on peut pas filtrer sur... Très très bon point aussi. Je sens qu'il y a un duel. Mais effectivement, première chose que vous commencez à vous rendre compte, c'est que c'est pas si évident. Si on veut récupérer pour un utilisateur juste de quoi il est fan, tous les films dans lesquels il est fan, et ben on peut pas le faire, effectivement. Mais il a raison, sur les deux côtés. Et du coup, si on met les super colonnes à la place des actions qui contiennent le truc, est-ce qu'il y a des index sur les contenus des colonnes du coup? Les index, c'est-à-dire est-ce qu'on peut requêter le contenu des colonnes? C'est-à-dire, ouais, est-ce que je peux dire je veux Non. des... Non. C'est dommage. Et on voit qu'en fait, ça paraissait génial Cassandra comme ça. C'était super. Ça matche bien avec notre problématique. Ça enregistre des flux ordonnés, c'est ce qu'on veut, mais c'est pas si évident que ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Enfin, moi, en tout cas, mis à part le problème du filtrage... qui va être quand même un vrai problème. On t'a dit plus tard. Alors... plus tard, c'est jamais peut-être. Hein. Non, on va dire que c'est un problème d'entrée, imposé par l'énoncé, mais imposé pour moi par le client. C'est implémenté là, ou pas en fait? Hein? C'est implémenté là, depuis bientôt 4 ans que ça va en ligne. Alors en fait, il y a eu, je vous donnerai la c'est au projet 2016 peut-être. Mais en tout cas, moi j'ai envie de reprendre cette idée. Alors les deux idées, donc si tu veux dénormaliser au maximum, on peut utiliser encore, plutôt que mettre un JSON, on pourrait penser à déjà mettre peut-être toutes les données sous forme de colonnes. Si tu te dis que ici ta date, on se dit que la date c'est une super colonne, une activité ça va être une super colonne, ouais, elle est vraiment super, elle est grosse là, qui va contenir, eh ben, elle pourrait contenir tous les champs que tu as besoin déjà, plutôt que mettre du JSON. Tu pourrais très bien avoir une colonne qui serait de type, donc dans ce cas-là, l'ID, ça va nous servir juste comme clé pour récupérer la colonne. Hein. On va un petit peu pas avoir trop d'intérêt à ce que c'est trié. On va dire que on va avoir une colonne dont la clé, ça va être source. Hop. Qui va contenir l'ID de la source. Vous voyez où je veux en venir. Une colonne. Le type, c'est une string, exactement. Et tu vas la récupérer comme un ensemble clé-valeur. D'accord, toutes les colonnes doivent avoir l'ID de toutes les colonnes du même type. Oui. Et les valeurs de toutes les colonnes? Les valeurs, en fait, on va dire, quand on va insérer une colonne, on va dire, cette colonne, on va donner les deux types. Mais c'est pas de général, en fait. Une colonne, il faut la voir comme unique. Finalement, je trouve que le terme colonne n'est pas très approprié. Il faut plus voir comme ça, comme un ensemble clé-valeur. Et du coup, si tu peux, on peut avoir par exemple là un int pour l'ID et puis oui, et un int et après du coup quand tu vas mettre l'action, le contenu, le content, on va pouvoir dire son string. Oui. Et du coup ça doit être, donc c'est le même type pour l'ID de la colonne, mais c'est pas forcément le même type pour le.
Non. On peut avoir, c'est assez souple. Ouais, on est déjà assez coincé comme ça, heureusement qu'il y a un peu souple quelque part. Je sais pas, qu'est-ce que vous pensez de cette idée? Donc on va avoir une super colonne, en fait, ça va être une action. On peut toujours pas filtrer. Hein. Exactement, on peut toujours pas filtrer. Si on peut pas filtrer sur la... Non, mais je suis un petit peu vache, hein, je dis pas les solutions. C'est pas spécialement une bonne idée. Moi, c'est une idée qui m'était venue à l'esprit très vite, mais on est un peu dans la panade, on peut pas filtrer. C'est toujours pareil. Mais on sent quand même qu'il y a quelque chose d'intéressant dans Cassandra, je sais pas, on sent que là, on y est presque, on a presque quand même notre flux utilisateur qu'on va pouvoir requêter rapidement. Et on a eu l'idée un petit peu de changer notre SQL, de représenter les données avec des actions. Allons jusqu'au bout un petit peu. On va dire, on va faire un peu une autre table. Pour l'instant, on va garder cette solution avec l'ID action. Ok. Et on va voir pour le problème du filtrage, parce que peut-être qu'il sera prêt en 2018. On va le laisser un peu de côté si vous voulez bien. Si vous devriez représenter, en fait... Est-ce que c'est facile d'agréger? On peut pas. Tu peux pas, c'est tout dans l'application. C'est vraiment très pauvre. Alors, je vous dis ça à l'époque de 2010. J'ai regardé un petit peu, je me suis mis à jour. Il y a un langage qui est apparu style SQL, mais on ne peut pas faire quand même énormément de choses. Maintenant, je sais qu'on peut faire un order by. On peut aussi imaginer que l'order by, ça va être aussi de toute façon le serveur qui va travailler de façon logique. Et donc, si on ne suit pas l'order by naturel des colonnes, on ne va pas avoir les performances attendues. Donc, si je vous pose juste une petite question, ouais. Après, en fait, tu stockes quoi justement, c'est tout les données d'un individu ou Alors là, c'était, de ce que j'avais compris, c'était le flux d'activité, mes actions, quoi, c'est ça. Donc ça, c'est moi. Alors je vais l'écrire. Ça. Donc c'est le duc. Hein, parce qu'on va rester c'est le duc. On va vouloir sur cette ligne avoir toutes les actions que j'ai faites. On est d'accord, hein, c'était ça que vous aviez. Enfin, c'est à ça que vous pensez. Hein. Bah, du coup, il y avait plusieurs besoins différents. C'est peut-être pour ça que c'est la question différente. ouais, peut-être voir à côté des amis, à côté des fans. Ah, j'ai pas dit qu'ici on arrivait à avoir les amis, parce que là on a un problème. Pour l'instant, on n'a que mon activité. Il y a pas l'activité dans le final. Oui, voilà, il y a l'activité des amis aussi. Ouais, c'était pas modélisé dans la partie SQL, c'était pas dans le domaine. Il y avait des notes, il y avait des amis. Oui, mais l'activité, c'est quoi? L'activité, c'est un ami qui a noté, c'est un ami qui a fait une review, voilà. C'est retrouver le duc, tous ses amis, de retrouver les actions de ses amis. Et donc dans le domaine, on avait quand même tout pour le faire, et des inner join. Parce que dans ce cas-là, on serait parti de l'ID du duc, de user, on aurait fait un inner join sur la table des amis, pour retrouver tous ses amis, et on aurait fait des inner join après sur toutes les tables d'activité, de rating et tout, pour retrouver tout l'ensemble du flux. Je sais pas si... Ouais. On va dire en termes inconnus, du coup là, l'ID c'est le duc, et on aura une table type SQL qui dit le duc.name, le duc.add, le duc. Pour avoir les informations, on va dire, sur le profil. Exactement. D'accord. On peut l'imaginer comme ça. Là, il y a deux choses. C'est soit on se dit qu'on aura les informations côté SQL, soit sinon on va se faire tout simplement une table à la SQL où on va dire c'est la table d'utilisateur et on va remettre juste les champs qu'on a besoin. On va la traiter exactement comme une table SQL avec un nombre de données de colonnes fixe. D'ailleurs, c'est pas la table utilisateur finalement, c'est la table user feed. C'est l'activité d'un utilisateur. Maintenant, chose intéressante, comment vous feriez pour, par exemple, voir avec Cassandra l'activité des amis d'un utilisateur? Parce qu'avec ça, pour l'instant, on ne peut pas le faire. Là, on a trouvé, en tout cas, une piste pour au moins avoir l'activité d'un utilisateur.
vous aide un petit peu, on va dire qu'on pourrait se donner une deuxième table qui va être l'activité, donc l'activité des amis. Reprenons le même principe. Ici, on va utiliser un ID qui va être l'ID d'un utilisateur. Hop, le duc. Et on va rajouter des colonnes d'activité peut-être. Donc en fait, qu'on va vouloir l'activité d'un ami, de mes amis, on va juste requêter cette table. Moi je suis le duc et ici je vais avoir en fait des normalisés dupliqués, les données seront bien sûr dupliquées, toute l'activité de mes amis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on considère en fait que l'amitié, l'amitié finalement, il y a un sens qui est important, qui est le sens je suis quelqu'un en fait. Je suis son ami et je vais être un suiveur, je vais être un follower et je vais voir son flux d'activité. Je ne sais pas si j'arrive à vous donner des pistes. Si on suit ce principe, ça veut dire que si par exemple quelqu'un fait quelque chose, une action, Ouais. On devra insérer, par exemple s'il y a 50 amis, on devra insérer 50 fois dans... Exactement. Exactement ça. C'est exactement le principe. Ouais, ça fait des applications quand même. Ça fait beaucoup de réplications, mais c'est pas important. Nous, on veut que ça soit rapide. Sur l'insertion, on va être lent, mais dans les données du problème, c'est en asynchrone. Si jamais sur les 50 amis, on en arrête un, on n'a pas besoin d'être transactionnel. Et c'est exactement ça le principe. C'est qu'on va, c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure un petit peu de 10 insertions et tout. On va dupliquer beaucoup les données, oui. On va... Si je comprends bien, en fait, on est dans un modèle relationnel, un petit peu pour parler C#, des dictionnaires qui contiennent des dictionnaires qui contiennent des dictionnaires. Oui, Et on va réinverser en fonction du besoin, avec la duplication. Parce que moi j'ai eu un projet comme ça où je devais afficher 500 000 lignes, et pour chaque ligne, il fallait calculer des dates en fonction de sous-lignes, etc. J'avais dû construire 5 dictionnaires qui représentaient les mêmes données, mais qui avaient en fait, quand il fallait trouver la date par des bordereaux, et ben c'était d'abord la première clé, c'était un bordereau. Après, si c'était par autre chose, donc ça représentait les mêmes données, mais c'était des tables, entre guillemets, qui avaient des jobs différentes. Voilà, qui les Et présentaient je tapais dans la bonne structure pour bombarder. Oui, c'est un petit peu le même principe, c'est qu'on va dupliquer, mais on va s'arranger pour présenter nos données de la façon la plus efficace pour la lecture. C'est qu'on retrouve dans beaucoup de sites. Dans beaucoup de sites, il y a un modèle en fait relationnel, qui est un modèle normalisé utilisé par le back-office, et il y a un modèle dénormalisé qui est utilisé souvent pour la lecture. Et le dénormalisé, c'est souvent dupliquer les données. Ouais. Ouais, faut aller plus vite. Ouais. C'est beaucoup plus rapide les autres. Mais il reste une demi-heure? Ouais, ça devrait aller, c'est bon. Donc alors laissez-vous distribuer, allez hop, on s'y met. Donc voilà, on va se dire tout simplement, le principe ça va être ça. Le principe en fait ça va être d'insérer à chaque fois des actions. On va essayer d'insérer, de dupliquer ces actions à chaque fois pour chaque flux. Donc on va retrouver une table Friends Feed. Quand un utilisateur va faire une action, on va enregistrer son action dans la colonne family de l'utilisateur. On va utiliser pour tous ses amis, donc s'il a 50 amis, on va insérer à chaque fois l'action sur ses 50 amis. Et on fait la même chose pour un film. Et il vient d'être fan de ce film, et ben on va insérer, on va se retrouver avec une colonne family qui va être hop, Movie Feeds. Movie Feeds, dans lequel on va retrouver Lebowski, The Big, hop, Lebowski, et quand un utilisateur va faire une action, eh ben, on va rajouter, selon le même principe, on va rajouter son action. Je ne sais pas si vous voyez, effectivement, ça fait beaucoup d'insertions.
là, ça veut dire qu'on part quand même en étant ultra confiant sur. Alors, j'ai mangé le mot-clé dans les cubes, mais sur le fait qu'on va pouvoir exploser ces tables, ou qu'importe le nom que ça, qui est présenté à un volume de données monstrueux, on est super confiant sur le fait qu'on va pouvoir facilement les exploser et les exploiter après derrière. Oui. Alors on espère que Cassandra tient toutes ses promesses. Tout à fait, oui. Et là, c'est intéressant, donc, parce que vous parlez, et maintenant on va se frotter un peu à la réalité, c'est qu'on arrive sur un site qui a déjà un historique. Et ces tables, il va falloir les créer. Il va bien falloir les créer. Il va bien falloir un programme pour créer. Une fois qu'on a trouvé notre modèle des données, il va falloir les insérer, ces données. Combien de temps ça va prendre pour insérer ces données là-dedans? Et ben ça va être en fait une des problématiques clés que moi, personnellement, je n'avais pas du tout anticipé. Cassandra est une base de données très très efficace pour l'insertion des données. Ouf. J'avais la chance de réaliser tous ces tests avec les données de production. Et je peux vous dire, ça prend à peu près 4-5 heures pour tout insérer dans Cassandra. Je vous parlerai un petit peu de l'expérience pour les autres bases de données après. Mais déjà, on voit que ça va être important de voir est-ce qu'on peut faire des bulk insert, même si on s'en sert pas, on va s'en servir qu'une fois, ça pourrait être quelque chose d'important. En tout cas, on sent que, enfin, il va falloir se frotter à la réalité un petit peu. C'est exactement ce que vous avez. Vous vouliez dire quelque chose? Ouais. Ah non. Pas de problème. Et donc voilà, le principe en tout cas, il est là. Je vais vous expliquer la solution que j'avais trouvée, qui n'est pas la solution, qui est une solution. Hop, si monsieur veut bien. Ah bah celle-ci on l'aime bien, dis donc. Alors pour aller rapidement, en fait, on va retrouver un petit peu ce qu'on a dit. On va retrouver en fait une table action qui a en fait l'ID action. Dans cette table action, on va dénormaliser toutes les actions. Donc on va dire c'est une action de ce type qui avec un user ID, avec un movie ID et le contenu de l'action. Dans les tables, on a des tables un petit peu comme vous avez, quelqu'un l'a proposé, d'une table tout à fait SQL, j'ai envie de dire, qui va être la table des amis. Des followers, j'en parle pas, mais qui sont les tables normalisées. On va pouvoir retrouver tout simplement les informations d'un utilisateur. Et puis on va retrouver les vraies tables qui nous intéressent, enfin en tout cas les tables, les colonnes family, qui sont les user timeline, les movie timeline et les follower timeline. Donc à chaque fois que quelqu'un va faire une action, il va falloir alimenter toutes ces colonnes family. Pour chaque action, on va dupliquer toutes les actions pour ces colonnes family. Pourquoi on utilise une table action? Parce que ça nous permet déjà d'éviter, contrairement au JSON, d'exploser la table la taille des tables en vraiment dupliquant énormément les données. Donc là, on a un tout petit peu recentralisé. Mais ça veut dire qu'il va falloir faire deux requêtes. Dans un premier temps, on va récupérer les ID. Et deux requêtes, mais ces deux requêtes, je veux dire, il n'y a pas d'inner join, loin de là. Donc on va faire une première requête, on va récupérer les ID. On va faire une deuxième requête. On va récupérer toutes les actions avec les ID. En fait, si on comprend bien, on a juste fait un index inversé. En fait, on a fait des index ici. Ça correspond à des index, c'est une table d'index finalement. Comment on démerde notre problème de faire les filtres? En utilisant des super colonnes. Et donc, on va encore dupliquer et on va se dire qu'en fait, une super colonne, ça va être un type d'action. Donc, on va avoir une super colonne qui rejoint qui va être de type fan, une super colonne qui va être de type note, une super colonne qui va être toutes les actions, et une super colonne qui va représenter l'ensemble des actions. Et si un jour on veut récupérer tout simplement le flux pour un ID, le flux des fans, eh ben, on ira récupérer la super colonne fan qui contiendra toutes les ID des actions fans. Je ne sais pas si j'ai été clair. Et là, on vient de trouver une utilité aux supercolonnes qui nous permettent de faire les filtres. Et on vient de trouver quelque chose qui va présenter les données comme on veut quand même. Et de manière rapide. Par contre, je suis d'accord, on a dupliqué au maximum. Mais enfin, on s'en sort quand même pas mal. Ouais. Exactement. Et on en vient.
là, parce que effectivement, le système nous a coincé un petit peu avec le système de requêtage. Alors pour aller vite, alors ça je ne présente pas en fait, c'est juste, tout ça je l'ai dit à l'oral en fait. Voilà, c'est juste que ces tables en fait sont juste pour filtrer les actions, ce sont juste des index inversés vers les actions. Et ça va être un vrai problème, ce que vous avez dit, c'est qu'en fait ça va nous éliminer un peu Cassandra de l'équation. On se rend compte que le jour où on va vouloir rajouter une requête ou quelque chose, c'est pratiquement une table à rajouter. Et par exemple, dans le modèle que je vous ai fait, si un jour je voudrais voir l'action de mes amis sur un film, eh ben, c'est pas possible. Il faudra recréer une autre table qui représentera ça. Et du coup, après avoir cherché quand même au moins 15 jours une solution, on a fini par cette solution a fini par être éliminée juste du fait de la rigidité du système. Et on se rend compte que ça va être très très difficile de le faire évoluer ou de faire des requêtes un peu plus d'agrégation ou n'importe quoi. Qui utilise Cassandra? Dans quel cas? Finalement, c'est utilisé beaucoup dans la gestion des logs. C'est très 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 performant en insertion. Donc en fait, on va plus l'utiliser finalement comme dépôt de données, j'ai l'impression. Mais c'est une bonne question, je me demande aussi qui l'utilise parce que c'est très utilisé. Ça s'était utilisé tout au début par Facebook, mine de rien. Donc c'est ça de répondre. Je sais que maintenant ils ont abandonné Cassandra. Voilà. J'ai pas beaucoup plus d'éléments de réponse, désolé. Hop, je passe. Alors, Neo4j, ça va aller plus vite. Neo4j, c'est tellement simple. Neo4j, une base de données graph. Une base de données graph, c'est un ensemble de nœuds reliés par des relations. Un nœud, c'est un ID de nœud qui comporte des propriétés, autant de propriétés qu'on veut. Ces propriétés sont typées, elles peuvent être de type tableau. Les relations relient les nœuds, elles peuvent être bidirectionnelles, elles ont un type de relation et elles portent des propriétés comme les nœuds. J'ai pas d'autre chose à dire, voilà, c'est le modèle de données de Cassandra, de Neo4j. J'ai envie de dire, des questions? Non, je pense que c'est pas très compliqué. Les requêtes. Alors les requêtes, je m'excuse, je vais être un petit peu plus flou parce que je connais un peu moins Neo4j. Je vais vous expliquer après pourquoi. Les requêtes, donc qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dans Neo4j? On va pouvoir requêter des nœuds, on va pouvoir requêter des types de relations, et puis on va pouvoir faire ce qu'on appelle des traverses, des traversals. C'est en fait chercher le chemin le plus rapide entre deux entités. Donc on va suivre les relations, ce qui revient en fait à faire des inner join en SQL. De plus, cette fois-ci, dans Neo4j, on a un système de requêtes super, vraiment, on peut faire beaucoup de choses. On peut faire des agrégations, on peut faire des filtres, on peut utiliser des filtres avec des regex. Bref, là, on va plus être coincé par le système de requêtage. Alors, vite fait, comment vous modéleriez, enfin bref, comment vous feriez avec Neo4j? Quelqu'un a juste un petit point de départ? C'est un node, c'est une personne, et les relations, c'est des relations. Ouais. Donc ça c'est un ID de la personne, on va dire au duc. Donc une relation avec un film. Et puis on va mettre fan. Ok, ben voilà, c'est fini, on a fini. Alors là, d'un coup, on se dit, avec ce qu'on s'est cassé la tête sur Cassandra, on a notre base de données qui est exactement ce qu'on voulait. On va pouvoir enquêter comme on veut, c'est fait pour ça. Maintenant, je me raccroche à la cruelle réalité. On fait du C#, on fait du .NET. Beaucoup de choses dans le monde du NoSQL, c'est du Java. Problème, certains bases NoSQL proposent des connecteurs de type binaire, et certaines bases de données comme Neo4j, on va y accéder, en tout cas à l'époque, et toujours, parce que je la suis de près cette base de données, on va y accéder par l'interface HTTP REST. Et là, beaucoup de sueur, parce que finalement, on va trouver un driver C#. Ce driver C# ne fait que mapper les appels REST, donc il ne fait pas grand-chose. Et on va nous manquer tout un tas de fonctionnalités. Et moi, il m'a manqué une fonctionnalité absolument nécessaire, c'était le bulk insert. Et donc, on revient à sa problématique.
qu'on m'a dit, mais comment on va faire? Il va falloir insérer ces données. Eh ben oui, eh ben là par contre, avec l'ensemble des données, et j'avais commencé à faire le logiciel qui convertit du SQL vers cette base de données. Et en fait, avec prévision, il y en avait pour 2 mois de calcul intensif. 2 mois. Quelle déception! J'ai failli en pleurer devant tellement j'étais sûr que c'était bon. Et du coup, on passe à Cassandra quand même, enfin moi j'étais vraiment sur le cul, excusez-moi, mais et ben 2 mois, et ben du coup, qu'est-ce qu'on dit les chefs? Ben Neo4j non. Donc on aurait pu engager peut-être quelqu'un qui est spécialiste en Java, qui aurait fait tout en Java, parce qu'en fait en Java on peut y accéder de manière native à Neo4j. On a beaucoup plus de possibilités. Mais on n'avait pas de compétences Java, il fallait embaucher quelqu'un de Java, il fallait après le maintenir, trop de problématiques, à la benne. Voilà, et vous comprenez pourquoi j'ai pas pu trop étudier le système de requêtage, parce que finalement on s'est cassé les dents très vite sur Neo4j. Qui est, je le répète, qui est pour moi, je suis les bases de données graphes de très près, je pense que ça a un vrai avenir en tout cas. Il suffit de voir combien de temps on a mis pour modéliser les données, le problème. En l'occurrence, ce qu'il faut voir, c'est que c'est parfaitement adapté pour modéliser des réseaux sociaux, justement. Exactement. De façon générale. Ouais. Donc là, je trouve que ça m'intéresse exactement avec votre problématique. Exactement. Et on revient toujours à ce qu'on dit, le NoSQL c'est pour une problématique. Regardez, la base qui vient avec vos problématiques, ça ne règle pas tous les problèmes. Par contre, juste une question sur vraiment les buscades en général. En gros, Allociné, pour eux, c'est un réseau social. Les films, c'est secondaire, presque. Ça, c'était mon projet. Et en fait, donc, vous allez avoir toute l'histoire à la fin. Enfin, j'espère, il reste. Un quart d'heure, ok, c'est bon, on va pouvoir. Donc voilà, ça c'est la solution. Hein, comme c'est tellement simple que c'est dérisoire. Donc pareil, ça c'est pour la lecture. Après, j'explique en fait tout le système. Et maintenant, j'aimerais, est-ce que vous avez ouvert un peu vos chakras? Est-ce que vous avez une idée concernant le SQL? Comment on pourrait faire maintenant avec le SQL pour avoir des super performances? Si on accepte de optimaliser ne serait-ce qu'un petit peu, on peut réduire un certain nombre de fournitures, notamment pour les actions, on l'a fait déjà pour les autres modèles, mais sur les tables, on pourrait le faire aussi. D'accord. En tout cas, tel que c'était présenté, on avait l'impression qu'une review, c'était une notation avec un commentaire en plus. Oui, c'est ça. On pourrait schématiser par l'héritage, ça c'est mal, en normaliser SQL, mais si on accepte de dénormaliser un peu petit peu. Donc, revenir sur le principe de nos tables, de notre grande table action. Alors, je vous dis tout de suite, donc on va avoir une table action, donc on va enlever au moins 3-4 jointures. Enfin, ça, c'est pas mal. Problème, cette table action, elle va reprendre toutes les actions. Du coup, on arrive déjà là à 7 millions de notes, 3 millions de commentaires. On a remplacé des inner join par une énorme table. Est-ce que c'est mieux? Je pense que c'est mieux. Oui. Le sharding, on peut pas le faire en SQL. Oui, je n'avais pas de Logiciel. C'est-à-dire que l'application qui se charge de chercher, par exemple, de découper la table par ID utilisateur, ne sont pas du coup de requêter une table à chaque fois. Alors, Je vois ce que vous dire. Donc, on va se dire, par exemple, on aura action 1. C'est une superbe idée. On aura action 1, et si les ID commencent, l'ID de la personne est entre A et M, et ben on va taper dans la table action 1. Par exemple. Du coup, on se retrouve avec une table déjà coupée en deux, et puis si l'ID il est supérieur, on va taper dans une autre table sur un autre serveur. Le problème du SQL quand on va faire ça, ça va être les relations. Ça va être qu'il faut qu'on est sûr que dans ce cas-là, les ID entre A et M, les relations, les clés étrangères ont bien tapé sur le même serveur, sur la table éclatée. En gros, que le film, par exemple, si on a un film qui commence avec Z et un autre qui commence avec A, on va avoir du mal à éclater la table film, par exemple. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Les clés étrangères nous imposent, sont un vrai problème. On ne va plus savoir comment taper sur quel serveur.
Et c'est très intéressant en tout cas. C'est une idée que j'avais pas eue. C'est parce que dans ma boîte, on fait des SQL, mais déjà totalement dénormalisé, on est en train de passer au sharding, justement. D'accord. Mais dans ce cas-là, Ok. Une autre idée? Non? Bon, allez, on va un peu casser le SQL là. Enfin, casser, pas au sens être méchant, avec casser un petit peu tout ce qui fait la force de SQL, la normalisation. Je sais pas, personne une idée, je sais pas, moi faire une énorme table qui contenait un diagramme. C'est pas une table d'action dans laquelle on fait toutes les actions. Et à côté de ça, on a une table commentaire et une table rating. Une table commentaire et une table rating. Ben, en fait, c'est un petit peu ce qu'on a. C'est un petit peu ce qu'on a, non? On a déjà une table rating, une table commentaire. Ouais, non, on aurait la table action qui concentre tout, qui contiendrait les commentaires et les ratings. Et d'un autre côté, on aura une table rating et une table commentaire. J'ai du mal à voir en fait, parce qu'on va toujours faire Ça des permettra d'avoir d'une certaine manière la rapidité quand on veut avoir l'ensemble l'accès aux commentaires et quand on veut avoir l'ensemble de nos données. Donc du coup, ça marcherait bien quand on veut filtrer un petit peu par type d'action, quoi. C'est ça? On perdra la notion d'intégrité des données, puisque... C'est pas grave, on a le droit de la perdre, la notion d'intégrité des données. C'est pas souvent qu'on le dit, mais là, on a le droit. Bon, si personne d'autre une idée? Peut-être dans la table d'action, avoir l'ID de l'utilisateur, le maximum, et le reste en JSON. Voilà, donc dénormaliser tout au maximum, essayer tout enregistrer. Ce qu'on veut filtrer, c'est l'utilisateur et le type. Et le reste, on s'en fiche. Ouais, alors, et le schéma de Cassandra. Eh ben, en fait... Après, il y a une nouvelle techno dans SQL, il y a Column Store Index. Le Column Store Index. Je connais pas. En fait, c'est la table. C'est en gros, c'est des index par colonne. Ouais. Donc, quand on va avoir, quand on a des types d'actions, par exemple, on a la notation où on est pas modifié, en fait, ça va être stocké, ça va être compressé. Et automatiquement, on pourra extraire les données. D'accord. Eh ben, j'apprends quelque chose, c'est bien. Des choses qui sont arrivées dans SQL 2012 et qui ont été améliorées dans SQL 2014. L'honneur est sauf, j'étais en 2010. Je vais juste reprendre l'idée de quelqu'un a dit on n'a qu'à faire comme Cassandra. Je vais couper un petit peu. Et bien en fait, moi, la solution que j'avais proposée est une solution alors qui utilise. Alors je vais essayer d'aller un peu vite, j'espère que je serai assez clair. En fait, on va utiliser plusieurs bases de données. Une table va représenter un flux d'activité. Et les tables, on va se donner une convention par table. Et on va les taper dans une table en fonction de ce qu'on veut. On va se retrouver avec des bases de données qui vont avoir énormément de tables. Et on va avoir une base de données pour l'activité de l'utilisateur, une base de données pour l'activité en fait des amis, et une base de données pour l'activité d'un film, une base de données pour l'activité d'une série. Et à chaque insertion, on va par convention, on va se dire, le nom de la table, ça va être le user ID feeds. Dans cette table, je vais trouver toutes mes activités, toutes mes actions. Sur l'autre base de données, qui va être les feeds de mes amis, si je veux récupérer l'activité de mes amis, je vais donner mon user ID, je vais taper sur la table en dynamique mon user ID, je vais retrouver toute l'activité de mes amis. Et la même chose, si je veux un film, je vais retrouver une table qui va s'appeler The Big Lebowski Movie Feed, et qui va retrouver, dans cette table, on va retrouver toutes les lignes concernant toute l'activité des utilisateurs sur The Big Lebowski. Alors ça paraît très bizarre, ça nous fait des tables, des bases de données qui peuvent avoir 400 000, 500 000 tables, avec une dizaine de lignes, dans les lignes, il y en aura plus, mais 4-5 colonnes, avec aucun inner join. Ça nous donne, et ça marche, parce qu'en fait, on peut, dans une base de données, on peut mettre 2 milliards de tables, enfin à peu près quoi. Donc finalement, ça tient le coup. On se dit que quand on va vouloir requêter, qu'on va leur requêter quelque chose, on va avoir des tout petites tables.
on peut encore se garder de la flexibilité parce qu'on peut faire des inner join sur différentes bases de données sur le même serveur. Donc on va pouvoir filtrer un petit peu comme on veut, et quand on va vouloir filtrer, on va filtrer sur des tables qui ont 4 lignes, donc ça va pas être trop compliqué. J'avais trouvé ça, et si on réfléchit bien, c'est exactement le modèle de données de Cassandra. Une table, en fait, une base de données, c'est une colonne family, et une table, ça représente en fait l'ensemble lignes avec des colonnes infinies. On va dire que les lignes sont les colonnes. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, il a fallu faire le petit truc de dénormalisation pour le petit programme pour importer les données. J'en avais pour 7 jours de calcul intensif pour pouvoir descendre toute la base de données originelle. Et donc, c'était validé. Les performances ont été super. Ça marchait très bien. On pouvait faire ce qu'on voulait. Il suffisait de respecter la convention. Et finalement, ce qui est passé en prod, c'est ça. Voilà. Désolé, c'était sur le NoSQL, mais c'est pour vous dire, on peut faire aussi plein de choses avec du SQL en le tordant dans tous les sens. C'est peut-être pas les meilleures idées, mais en tout cas, voilà une idée qui, à mon grand surpris, je pensais que vraiment, moi, j'allais me faire taper dessus en proposant ça. Ouais, le requêtage, du coup, c'est expliqué là. Du coup, c'est très simple. Je pense que je vais avoir plus beaucoup de temps là. Mais le requêtage, on peut faire tout ce qu'on veut en fait. On peut vraiment, on peut vraiment sélectionner ce qu'on veut. On va aller taper dans les tables qu'on veut. Et si on veut faire des requêtes un peu plus compliquées, on va pouvoir quand même faire des inner join entre les différentes tables des bases de données. Le seul truc chiant, c'est que le SQL va toujours être dynamique. Voilà, il va falloir qu'on l'écrive nous-mêmes, puisqu'il va falloir remplacer par convention le nom des tables, il va falloir qu'elles soient dynamiques, il va falloir qu'on les remplace nous-mêmes. Alors ça, il y a un truc qu'il fallait surtout pas dans le Management Studio, cliquer sur le petit plus pour voir les tables. Ça m'est arrivé plusieurs fois, c'est hop, on redémarre le truc. Le management, l'intérêt, c'était qu'en fait les DBA pouvaient manager ça. C'était que les DBA qui étaient habitués au SQL allaient faire du SQL. Et finalement, c'était, on va dire, plus simple à gérer pour eux que de faire une montée de compétences sur Cassandra. Et c'est un peu un super pont pour la fin de la présentation. Donc oui, sur la maintenance, j'ai pas trop à dire que les index étaient faciles à calculer. Il n'y avait pas trop, puisque c'est toujours des petits index. Que finalement ça tenait bien les 400 000 tables par base de données. Il n'y a pas eu de difficulté particulière là maintenant. On n'a jamais eu à faire une migration de données, on est passé des données du micro en haut. Non, heureusement non. Mais après, comme vous voyez, faut voir ça que c'est un système complémentaire. C'est-à-dire que si on avait à faire une base de données, à une migration, je pense qu'on serait reparti sur le domaine normalisé. Ce ne serait pas emmerdé avec ça qui est fait pour notre présentation. On a toujours les deux systèmes qui vivent en parallèle. Et de toute façon, comme nous, on n'est pas transactionnel, j'ai envie de dire, le garant des données, c'est le SQL avec les tables normalisées, respectant les formes normales. Et je pense qu'à chaque fois, en fait, on peut repartir là-dessus si on a un problème. On pourrait réimporter la base de données en cas de problème. Et la synchro? La synchro est peut-être. Donc la synchro, en fait, c'est quand l'utilisateur va faire une action, la synchro se fait au fil de l'eau. On va alimenter les tables, en fait, au fil de l'eau. Donc on fait un import initial, et après ça va vivre sa vie. Simplement, on va faire 6, 7, 8 inserts. Effectivement, comme on l'a vu, un peu même pour Cassandra, on va faire une batterie d'inserts, mais qui seront de manière asynchrone. C'est comme ça qu'on va alimenter les données. Ils sont déclenchés comment? C'est trigger, germinal? Non, c'est à l'action de l'utilisateur, carrément. L'action de l'utilisateur, on lance l'update comme on fait d'habitude, comme on pourrait faire sur la base de données relationnelle, et puis on va lancer un thread, où on va appeler des services, enfin, c'était le cas, on va appeler des services, on va lui dire, monsieur il a fait ça, et il y a un web service qui se chargeait de dispatcher toutes les actions dans les bonnes tables. Au final, la vraie table base relationnelle au fond, c'est du disaster recovery, quoi. C'est le truc qu'on ne va jamais requêter, sauf si ça pète et qu'on a besoin d'un contrôle. Alors si elle était utilisée dans le front malgré tout pour tout le reste,
si elle était, par exemple, si vous allez sur une page film, en fait, et que vous voyez la note que vous avez mise, pour cette note, on requête la base de données relationnelle. On ne va pas chercher dans ce modèle dénormalisé qui est si compliqué. Le modèle dénormalisé, c'était vraiment les flux d'activité finalement. Pour tout le reste, on gardait la base de données relationnelle. Ouais. Et c'est quoi l'avantage je peux essayer l'avantage d'avoir créé plein de tables, pas une grosse table. C'est qu'on fait déjà, le premier avantage, c'est qu'on ne va plus faire d'inner join, parce que l'activité, on a tout dénormalisé. Et avec une grosse table et avec un discriminant, il n'y a pas de... Et l'autre avantage, c'est qu'on requête des toutes petites tables. Et qu'on a toutes les données présentées. Donc on requête des tables qui ont 1000 lignes, 2000 lignes. Et on se garde même la flexibilité de pouvoir faire quelques inner join encore si on veut, parce qu'on a des tables de 1000 lignes. C'était vraiment le principal avantage, c'était de casser la taille des tables et la plupart des inner join. Je sens que ça interpelle cette solution. Non, mais je suis pas convaincu qu'on gagne vraiment beaucoup en splittant la console. En tout cas, enfin, on gagne vraiment. Si on perd, on gagne vraiment. Il existe toujours ce problème Les pages ont été supprimées. Parce qu'en fait, finalement, on s'est rendu compte qu'à vouloir concurrencer Facebook, en fait, ça marche pas. Donc maintenant, on se base plus en fait sur Facebook pour récupérer les données de Facebook. Voilà. Donc cette page a été en ligne, en fait, elle existait, elle est restée à peu près un an et demi en ligne. Et du coup, quand tu dis il se base sur Facebook, il récupère les données Ouais. Donc du coup, les données, il faut les mettre dans une base. Non, on base et on essaie plus de faire. Ça y est, c'est has-been maintenant, les réseaux sociaux. On essaie plus de faire un réseau social tout le temps parce que peut-être que les gens avaient marre. Pour afficher les données de Facebook, il faut quelque part les avoir en local. Non, tu peux les requêter quand tu les. Tu peux récupérer quelques flux d'activité. Puis l'auto-injection, puis de toute façon, voilà, le projet en général de refaire un réseau social a été plus ou moins enterré parce qu'on s'est rendu compte. Enfin, on sait, moi je me suis rendu compte de rien, mais les gens se sont rendus compte que voilà, c'était un peu trop tard en fait. Je pense que qu'ils l'ont fait, il fallait le faire au début de Facebook. Si j'ai le temps de faire une conclusion. Ouais, le problème c'est que la personne n'avait pas l'air d'être convaincue. Et surtout si c'est Instagram ou Twitter qui utilisent la même chose. Comme ils ont des PostgreSQL, ils ont un schéma de base par utilisateur. Mais enfin, on va dire, par silo d'utilisateurs. Donc ils ont mis le schéma de base et dans chacun ils mettent un nombre très réduit d'utilisateurs pour réduire la complexité et la taille des tables. Ouais, mais ça pourrait pas être charmant. Ouais, c'est du charmant, ça. Mais du coup, c'est au final, c'est ce qu'il faut faire. C'est sur le même serveur, mais effectivement, du coup, on aurait pu peut-être distribuer les données. J'y ai pas pensé, j'étais tout jeune à l'époque. Ce qui est bien, c'est qu'un schéma de données, c'est un gros bloc, puis du coup, il le déplace. Oui, c'est ça, on peut. Ça reste assez indépendant. C'est pour dire que voilà, le SQL a des ressources quand même. Même si je reste persuadé que la base Neo4j, dans la bonne technologie, était la chose dont on avait besoin. Je vais essayer juste de conclure très rapidement. J'ai le temps, une minute. Alors les systèmes NoSQL, les systèmes SQL sont matures, sont performants. Ne sautez pas dessus le NoSQL parce que c'est une nouveauté. Par contre, quand vous commencez sur le SQL à casser le SQL, casser les formes normales, à dénormaliser, demandez-vous si vous n'avez pas un système NoSQL qui fit exactement avec les problèmes que vous avez. Que ce soit pour la façon de normaliser, de représenter les données. Comme on voit, Neo4j, c'était le cas d'école pour représenter les données. N'hésitez pas, quand vous commencez à déclasser le SQL et la force de SQL qui est les transactions, à regarder le NoSQL qui est là. C'est une batterie d'outils et qui sont là pour répondre à des problèmes précis et qui seront vraiment très efficaces dans ce cas-là. Même si là, j'ai démontré un tout petit peu l'inverse. Mais vraiment, moi je suis persuadé et je reste persuadé que le NoSQL est la solution pour beaucoup de choses du moment qu'on sait ce qu'on cherche.
Et enfin, si jamais vous avez des problèmes de réplication de données, c'est des problèmes de distribution de données, le NoSQL a surtout été créé, les bases de données SQL ont surtout été créées pour ces problématiques. Et elles pourront vraiment vous aider. Je pense que vous tirez vraiment de gros bénéfices à passer sur du NoSQL quand vous allez vouloir faire du sharding, quand vous allez vouloir faire de la réplication, du load balancing. Pensez au NoSQL. Et ces bases sont vraiment faites pour ça, parce que plus que les performances. Donc c'est vraiment, si vous avez la chance d'avoir ces problématiques, ou la malchance, n'hésitez pas à regarder vraiment un système NoSQL qui correspondrait à vos contraintes et qui permettrait de faire de la réplication. Quelques petits... Oula. Hop. Voilà. Je vais vite. Avant de choisir une base de NoSQL, je vous ai fait voir plein de problèmes. N'oubliez pas que vous êtes dans un système avec d'autres personnes à côté de vous, que vous allez introduire une nouvelle technologie, qu'il va falloir administrer ces serveurs. Donc ne négligez pas l'environnement humain. Ne négligez pas la modélisation des données. Comme on vient de le voir, en fait, on va quand même passer à un autre système de persistance des données. Il va falloir se casser la tête, il va falloir trouver des bonnes choses, il va falloir trouver quelque chose qui fit avec nos données. Donc quelle technologie est faite la base? Eh ben, c'est tout à fait fondamental. On a vu qu'avec Neo4j, c'était parfait, mais finalement, on a été freiné pour des choses toutes bêtes, qui sont qu'on n'était pas dans la technologie native des Neo4j. Ce que je peux vous dire, étudiez bien les requêtes que vous avez à faire, parce que comme vous avez pu le voir, selon les systèmes NoSQL, ça va pouvoir être très compliqué de faire ces requêtes. Il faut essayer de les étudier de manière la plus exhaustive possible, pour que vous ne vous retrouvez pas avec un système NoSQL en disant « mince, là par contre la requête dans Cassandra, je ne peux pas la faire, il y a un problème ». Et enfin, toujours pareil, si vous avez besoin de partitionnement, de réplication des données, regardez le NoSQL, c'est vraiment fait pour ça. Quelques pièges. Ça là, je viens pas de dire ça. Je viens de dire ça, j'ai un petit peu zappé. Les pièges, le processus de dénormalisation, de la synchronisation des données, ça va être un enjeu capital. On saisit. Là, on a parlé comment est modélisé, mais comment on va faire vivre le système? Est-ce qu'on le synchronise à follow? Est-ce qu'on fait une première insertion qui, on a vu, a été éliminatoire pour Neo4j? Est-ce qu'on va plutôt faire une dénormalisation? On va copier les données toute la nuit. Et comment on va le copier? Combien de temps ça va prendre? Pensez à ce problématique, ça va être fondamental dans la suite du projet. Quels impacts sur l'existant? L'existant, cette phrase, on peut la sortir partout, je la zappe. Surtout, quand vous modélisez vos données du côté applicatif, essayez de modéliser vos données de façon indépendante du système de persistance. Sinon, ça va être très compliqué de passer d'un domaine à l'autre. On va souvent garder une base de données SQL. Il y a beaucoup de choses qui sont faites en ce sens. Et je vous incite à regarder un petit peu le DDD, le domaine driven, qui vous aidera dans cette démarche. Et enfin, méfiez-vous, parce qu'un petit peu, c'est un petit peu la course à qui est la plus grosse en ce moment quand même. Des bases de données qui sont performantes, qui sont transactionnelles, des NoSQL qui sont répliqués, qui font du sharding. Méfiez-vous quand même un petit peu. Comme je dis, le principe du NoSQL, c'est d'abandonner des contraintes pour gagner de la flexibilité et pour vraiment répondre à des systèmes précis. Une base de données qui vous promet faire la même chose que l'SQL, mais en 10 fois mieux, faites attention. Voilà. Hop. Merci à tous, ça a été un peu long. Merci, je trouve qu'il y a eu une bonne participation, c'était en tout cas agréable. J'espère que vous aurez appris quelques trucs. N'hésitez pas à me poser de questions après. Encore merci de vos présences.